Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Les marques de solidarité du Maroc envers le Liban se poursuivent. À Beyrouth, des aides alimentaires sont acheminées aux populations pendant que les prestations de l'hôpital militaire de campagne soulagent les maux des blessés. Célébration de la journée nationale du migrant, portrait ce soir d'un expert comptable bien chez nous, Ali Wariech, un bel exemple d'intégration au service du pays d'origine et celui d'accueil. Et à Azilal, zoom sur la culture du noyer, une filière prometteuse. Elle place le royaume dans le top 20 des pays producteurs. La saison de cueillette, c'est pour bientôt. Première escale de ce journal, Beyrouth, où les distributions des aides alimentaires marocaines ont débuté hier soir. Des denrées envoyées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité sur haute instruction royale. Un soutien inestimable pour la population de la capitale libanaise, durement touchée par la double explosion. Parmi ces Libanais meurtris, plusieurs bénéficient de prestations de soins prodiguées par des médecins marocains dépêchés sur place. Le reportage à Beyrouth est de nos envoyés spéciaux Khalid Azdoun, Hassan Silla. Le commentaire est de Mariam Messi. Hôpital Quarantine à Beyrouth, fracassé par le souffle de l'explosion. Sur place, le médecin en chef de la mission médicale militaire et l'ambassadeur du Royaume du Maroc constatent l'ampleur des dégâts. Plafond effondré, fenêtres brisées, façades éventrées, la structure n'est plus fonctionnelle. Dans ce département de pédiatrie, il y avait une dizaine de nourrissons et un enfant en bloc opératoire. Des miraculés, ils ont survécu à l'explosion. Pour autant, ils doivent poursuivre leur traitement. L'hôpital de campagne marocain offre volontiers ses services. Nous remercions l'ambassadeur du Royaume du Maroc et le médecin en chef de l'hôpital de campagne militaire pour leur visite. Notre hôpital est complètement détruit. Tout est rasé. Il ne reste plus rien. Nous allons transmettre tous nos malades dans votre hôpital pendant les 6 prochains mois, le temps de nous délocaliser. De Quarantine, au nord de la ville, nous voici à Fornechebek. C'est dans ce quartier de la capitale libanaise que se dresse un entrepôt géant. Des tonnes de denrées alimentaires et de première nécessité marocaines y sont stockées. L'heure est à la grande mobilisation. Armée et société civile libanaise se prêtent main forte pour le tri des produits et l'emballage des cartons. L'armée récupère les aides depuis l'aéroport et les achemine vers cet entrepôt. Nous, membres bénévoles de la société civile, aidons pour faire le tri et l'emballage, tandis que l'armée se charge de la distribution. Nous faisons le tri des denrées alimentaires selon leur nature. On dispose les parts égales dans des cartons pour sécuriser des aides suffisantes. Après le tri, place à la distribution. L'opération se déroule à l'école Frère à Jemaïsa. Les locaux les plus nécessiteux s'y donnent rendez-vous. Leurs aides récupérées, ils poussent un soupir de soulagement. Nous adressons toute notre gratitude au Maroc. Nous espérons pouvoir vous récompenser. On souhaite tout le bien à ce pays, altruiste et si généreux. On salue le Maroc et son peuple pour leurs innombrables qualités humaines. Le Maroc soulage les douleurs d'un Liban en deuil, des aides généreuses intervenues au moment opportun. Et aujourd'hui, le Parlement libanais a entériné l'état d'urgence en vertu duquel un pouvoir militaire suprême serait chargé des prérogatives en matière de sécurité. L'état d'urgence pourrait également élargir la compétence des tribunaux militaires sur les civils pour les crimes liés aux atteintes à la sécurité. L'armée serait également en mesure d'assigner à domicile toute personne qui serait soupçonnée de s'engager dans des activités considérées comme des menaces pour la sécurité.
À la une également, la course au vaccin anti-Covid-19 entre dans la dernière ligne droite. Le projet le plus avancé aux États-Unis est celui des Instituts nationaux de santé. La dernière phase des essais cliniques a été lancée fin juillet sur des milliers de participants. Les Britanniques arrivent aussi à tirer leur épingle du jeu. Le vaccin développé par l'université d'Oxford est également en phase 2. Et puis la Chine a développé le Coronavac qui fait partie des rares vaccins à être en phase 3. La dernière étape des essais cliniques avant l'homologation. Et chez nous, les chiffres de la contamination toujours en hausse. 1241 nouveaux cas d'infection au coronavirus recensés ces dernières 24 heures, soit un total de 37 935 cas cumulés. 1010 personnes ont pu retrouver totalement la santé après avoir vaincu le virus. C'est un bilan de 26 687 guérisons. 28 décès sont à déplorer ces dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de décès à 584. Les cas actifs hospitalisés s'élèvent à 10 664 patients, dont 165 cas graves ou critiques pris en charge dans les unités de réanimation et de soins intensifs. 85 sont sous respirateur artificiel. Retenez maintenant ces chiffres. Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33,7 milliards de dirhams à fin juillet dernier, au moment où les dépenses se chiffrent à 24,7 milliards de dirhams. Santé toujours, la CNOPS met en place diverses mesures pour améliorer l'accès des assurés aux prestations d'assurance maladie obligatoires et renforcer les mesures préventives adoptées par les pouvoirs publics pour lutter contre le coronavirus. La CNOPS a décidé d'autoriser les centres d'oncologie et les cliniques privées à faire bénéficier les assurés atteints d'une affection de longue durée et coûteuse des protocoles thérapeutiques de chimiothérapie et de plusieurs médicaments coûteux admis en tiers payant sans demander la prise en charge préalable. La CNOPS autorisera également les établissements de soins, y compris les cliniques privées, à dispenser leurs prestations dans les domaines de cardiologie, de chirurgie vasculaire, de neurochirurgie, d'ophtalmologie, d'oreille et de chirurgie d'une manière générale, sans demander l'accord préalable du contrôle médical de la CNOPS pour tous les cas admis en urgence. Le 10 août, on célébrait la Journée nationale du migrant, un hommage à nos compatriotes résidant à l'étranger qui brillent par leur réalisation. Ce soir, direction la Belgique où réside Ali Wariach, conseiller en comptabilité, un parcours sans faute, doublé d'un savoir-faire très demandé par les entreprises de l'autre côté de la Méditerranée. Anissa Boumedi, Saïd Najah l'ont rencontré. C'est un sujet commenté par Zakaria Moukimpillah. Il passe une grande partie de son temps à répondre à des sollicitations professionnelles. Après 20 ans passés en Belgique, Ali Wariach décide de revenir investir dans le royaume. Fort de sa maîtrise dans le domaine de l'expertise comptable et des nouvelles technologies, il s'installe à Tanger. Aujourd'hui, cet investisseur veut partager son expérience avec les TPE-PME de son pays d'origine. La décision n'était pas facile, bien sûr, parce qu'en fait, plus de 20 ans dans un pays, toute une réorganisation. Mais c'était clair pour moi de revenir à mon pays natal et investir dedans. Parti à l'âge de 18 ans en Belgique, Ali Wariach suit un cursus en commissariat aux comptes et technologies numériques. Il travaille dans plusieurs cabinets d'expertise comptable et affûte ses armes dans ce domaine. Travail à distance, gestion de stock, facture électronique et comptabilité digitale, des besoins urgents pour l'entreprise d'après lui. On parle d'une solution de haute technologie, all-in-one, c'est-à-dire que toute l'entreprise, elle trouve dedans un logiciel comptable, 100% digital, une facturation électronique, un ERP et une gestion commerciale 100% digital. Les avancées du royaume dans plusieurs domaines et l'appui accordé aux jeunes investisseurs ont convaincu cet entrepreneur de rentrer au pays et d'apporter une valeur ajoutée aux entreprises nationales. Le Maroc, il finance les jeunes entreprises, les TPE, PME pour avoir ce genre d'outils technologiques pour qu'ils puissent digitaliser leurs entreprises. Et cette digitalisation des entreprises aujourd'hui et avoir accès à cette technologie est primordial pour la compétitivité de nos jeunes entreprises marocaines. L'accès à la technologie est la clé pour gagner le défi de la compétitivité. Parole d'expert, Ali Wariach s'engage à accompagner les entreprises marocaines vers plus d'intégration numérique. Un bel exemple de jeunes MRE désireux de contribuer au développement de leur pays d'origine.
Zoom à présent sur la culture du noyer qui couvre au Maroc une superficie d'environ 4500 hectares. Une bonne partie de ces plantations est concentrée dans la province d'Azilal. À quelques semaines de la cueillette, la production s'annonce prometteuse. Reportage Omar Jleidi, commentaire Boukr Benabrit. Originaire d'Amérique du Nord, au Maroc, c'est dans la montagne que ses racines ont pris pied pour grandir et produire. Planté le long de certaines vallées du Haut-Atlas, à quelques 1600 mètres d'altitude, sa hauteur donne le vertige. Arbres, fruitiers et forestiers, la cueillette, c'est comme à la rentrée des classes au mois de septembre. Le fruit est excellent pour la mémoire. La cueillette commence entre septembre et début octobre. La mise en terre des plants se fait au mois de mai. La terre doit être argileuse et contenir beaucoup de calcaire. Les plantations se trouvent au bord des cours d'eau et parmi les régions réputées pour la culture du noyer, Midelt, Riche, Amzmiz, Ourika, Rif ou Comicia, Zelal. La superficie cultivée avoisine au Maroc les 4500 hectares. Le noyer a une durée de vie de 150 à 200 ans. L'arbre consomme beaucoup d'eau. Il doit être irrigué 2 à 3 fois par semaine. On l'appelle le seigneur de la montagne. Le rendement dans la région d'Azilal est de 1 à 2 quintaux de noix sèches par arbre. Le noyer, c'est aussi un bois de prestige, noble et très cher. Il est très utilisé dans l'ébénisterie et pour créer des meubles de style. Les couleurs du ciel, le temps se fait un peu plus frais ces derniers jours sur les côtes atlantiques. Les maximales enregistrent des valeurs de 28 à 34 degrés sur le nord, l'oriental, la Méditerranée, le Rif, le Tongérois et les plaines atlantiques. Elles descendent jusqu'à 24 sur les reliefs de l'Atlas près des côtes. En revanche, la canicule étouffe plusieurs autres régions. 40 à 45 degrés sur le sud et l'est des provinces du sud, le sud-est et l'intérieur du Souss. Temps chaud également sur le sud de l'oriental, le Souss, les plaines intérieures, le Seyss et les plateaux de Phosphate et d'Oulmès. Et pour finir, ces images du plus grand serpent du royaume, une femelle python réticulée qui mesure plus de 6 mètres. Elle vit au Crocopark d'Agadir, un espace qu'elle partage avec 9 autres réticulés et un groupe d'anacondas verts. Le python est considéré comme le plus grand serpent du monde et contrairement à ce que l'on peut penser, les serpents se suffisent de peu de nourriture. Pour les pythons adultes, 2 à 3 poulets par mois leur suffisent amplement. Et c'était le Club Tova de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Mrim Laoufir vous accompagne à 21h pour la principale édition complète de la soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.